Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. L'un est secrétaire général à la présidence de la République et l'autre ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme dénominateur commun, ils sont tous les deux ministres d'État. En date du 6 avril 2021, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adresse une correspondance au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, répercutant ainsi les hautes directives du chef de l'État, lui prescrivant d'ouvrir une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière révélés au terme de l'audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. La correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, indiquait également qu'une thermoscopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême relatif à cet audit était jointe à cette correspondance. Coup de théâtre, le 22 avril 2021, c'est au tour du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'adresser au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, une autre correspondance. Le ministre d'État, Laurent Esso, dit ceci, je le cite, « Bien vouloir me faire parvenir les pièces d'investigation de la haute juridiction non jointes à votre correspondance, suivez, fin de citation. 2 documents officiels en circulation et abondamment relayés dans les réseaux sociaux appellent forcément à s'interroger. Comment comprendre que 2 membres d'un même gouvernement se parlent de manière épistolaire? Ces 2 sorties ne viennent-elles pas remettre au goût du jour le sempiternel débat sur l'absence de cohésion gouvernementale, la disparition de l'organe Conseil des ministres des usages n'est-elle pas à l'origine de telles empoignades publiques par correspondance interposée? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous reviens pour le débrief du journal. Échange épistolaire entre membres du gouvernement, signe d'un profond malaise, c'est une interrogation, vous pouvez le voir à l'antenne. Pour en parler, pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Charles Elisan. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà. Merci. Charles Elisan, toujours dans la deuxième, c'est ça? Toujours, non, toujours. On n'a pas encore lancé les nouveaux organes de base. Je suis militant dans la deuxième, je continue à être président de section OJ, en attendant qu'il y ait un renouvellement des organes de base, que nous attendons vraiment. Également à la mairie de ville. Conseil municipal d'abord, à la deuxième, et mes collègues conseillers municipaux ont posé leur dévolu sur moi, et 9 autres, nous serons les 10 qui allons représenter la mairie de la deuxième au niveau la grande mairie, qu'on appelle les conseillers de ville-maire. Le nom générique, c'est conseiller, c'est grand conseiller. Okay. Il n'y a pas ça, pas petit conseiller, pas grand, mais grand parce qu'on veut distinguer celui de l'arrondissement et celui de la mairie de la ville. Ok. Bonsoir, Charles Dicam. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox TV et bonsoir à mes copanélistes. Voilà, Charles Dicam, vous connaissez, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Docteur Luisin Issomba, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer si en gré les autres companélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne sur un sujet aussi important qui touche à l'exercice du pouvoir au Cameroun. Donc je salue également mes nombreux fan-clubs disséminés d'ici et comme ailleurs. Ok, merci. C'est moi. À côté de vous, Maître Nguefa. Bonsoir, Maître. Serge-Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai dit courage aux familles de mes 2 amis qui sont décédés, mes promotionnaires de faculté, mes promotionnaires au barreau. Bissaï, il est mort, nous allons lever son corps demain. Oumarou, il est aussi mort, nous allons lever son corps la semaine prochaine. Ok. Voilà, Maître Nguefa, vous l'avez dit,
première vue, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, ces échanges épistolaires, comme c'est indiqué? Prima facie, Oui. ça ne pose aucun problème. Oui. C'est un gouvernement qui se déploie. Mais lorsque vous lisez entre les lignes, vous comprenez que ces échanges épistolaires trahissent ce que le RDPC déclame toujours, la séparation de pouvoir. Ces correspondances démontrent qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul pouvoir, celui détenu par le président de la République. Parce que voici comment ces correspondances démontrent que la loi est violée. La Chambre des comptes, lorsqu'elle rend son rapport, la loi dit que s'il y a infraction, le rapport est transmis à monsieur le procureur général près la Cour suprême pour action. Alors, qui est le président de la République en lieu et place de monsieur le procureur général près la Cour suprême? Vous voyez que on vous dit sur haute instruction du président de la République, c'est-à-dire le président choisit qui il va poursuivre. Il se couche ainsi sur la loi qui dit entre la Chambre des comptes et le procureur général, il doit avoir une synergie pour qu'on soit dans une république exemplaire en construction. Donc voilà le maître mot. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Et le pouvoir, c'est lui. Le pouvoir, c'est M. Paul Biya. Le pouvoir, c'est le président de la République. Les autres ne sont que des bras séculaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent faire pour l'aider à envoyer en prison qui il veut, quand il veut et comme il veut. Ces correspondances donc trahissent la fragilité, la fébrilité de ceux qui reçoivent ces ordres. Vous voyez, le ministre de la Justice a peur de s'aventurer et de dire au procureur général, la loi dit que c'est toi qui dois me transmettre. Quand bien même il est le ministre de la Justice, il ne peut pas lui dire. Alors que la loi lui dit, voilà l'homme par qui tu dois communiquer. Il ne dit rien, il ne demande rien au procureur général, mais il retourne voir le secrétaire général pour lui dire, est-ce que le grand Manitou, il sera d'accord que le rapport là soit épluché? S'il est d'accord, toi-même récupère et tu me remets, au lieu de prendre chez le procureur général pour que tout soit dit. Voyez-vous, ce qui est sûr, c'est que dans la décision du président de la République de choisir qui on doit juger, le rapport sera biaisé. On ne poursuivra pas ce que tout le monde. On ne poursuivra pas tout le monde. Comment vous le savez, maître? Mais vous qui êtes journaliste, est-ce que vous avez mis la main sur une copie de ce rapport de la Chambre des comptes? Pas encore. Pas encore. Alors, le ministre de la Justice, propriétaire de la justice, c'est-à-dire que la Chambre des comptes est une des chambres de sa maison. Lui, propriétaire de ce dossier, il n'a pas une copie, ne serait-ce qu'original. Il doit attendre la copie qui vient de l'antichambre du président de la République. C'est-à-dire qui rend la vraie copie. Or, tout le monde connaît la jurisprudence sur la copie au Cameroun. La copie n'est que le reflet de celui qu'il veut présenter. La copie n'est jamais l'original. C'est ça le problème. Et Charles, lisant sur ces développements de Maître Nguefa, mais je crois quand même, lorsqu'on parcourt cette correspondance du ministre d'État secrétaire général, il dit bien qu'il, en vous faisant tenir 6 juin thermoscopie du rapport. Mais comment comprendre que le ministre d'État Laurent Issou lui dit que l'élément manque? Qu'est-ce qui s'est passé selon entre les deux? La première chose que je vais dire, c'est que, permettez-moi de dire à Maître Nguefa que je ne sais pas comment, par quelle pirouette il a fait apparaître le RDPC dans cette histoire. Je ne sais pas comment il a fait pour que le RDPC se retrouve dans une conversation administrative entre le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et au milieu, la Chambre des comptes. Je ne sais pas comment il a fait pour que le RDPC apparaisse là. Bon, soit. Je peux le comprendre. Deuxième chose, je voudrais lui faire comprendre que la lecture administrative des documents, il faut généralement éviter d'y mettre les organes. Il ne faut pas toujours lire au premier degré. Il faut savoir lire de manière transversale entre les lignes. Quand le ministre d'État, ministre de la Justice, demande au secrétaire général de lui procurer la note avec thermoscopie, donc en fait il demande la souche. Et quand on vient à la télé... Il dit les pièces d'investigation de la haute juridiction. Tout à fait. Il demande la souche. Oui. Évitons de plonger tous les nombreux spectateurs qui nous suivent. Il n'y a pas que les étudiants de la fac de droit qui nous suivent ici. Il faut qu'on fasse comprendre à la maman de Chaîne Nobel que le ministre Laurent Issou demande à son collègue, entre guillemets,
Encore que je ne suis pas d'accord avec Maître Augustin Gueffa qui pense que Ferdinand Ngongo serait membre du gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec lui. Le secrétaire général président n'est pas membre du gouvernement. Ça, il faut qu'on soit clair. Maintenant, je voudrais lui faire comprendre que le ministre d'État, secrétaire général président, le ministre d'État, Laurent Esso, garde des Sceaux, demande tout simplement la souche du rapport de la haute juridiction. Maintenant, dans le démêlé qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est-à-dire que le grand Manitou, entre guillemets, c'est-à-dire le président de la République, serait celui qui détient le pouvoir, je voulais lui faire comprendre que pour poursuivre tout membre du gouvernement ou toute personne investie du pouvoir nominatif du président de la République, il faut bien que son mandat soit levé. En clair, pour poursuivre un ministre, pour poursuivre un DG, il faudrait d'abord qu'on le démette de ses fonctions. Donc vous savez déjà qui est concerné par cette note, auteur, je suis en train de répondre à Maître Ngueffa. Oui. Parce qu'il a fait un jet comme ça qui peut sembler troubler les uns les autres. Je voudrais le faire comprendre. Donc, en ce qui me concerne, la Haute Cour a fait son travail et rien ici ne nous fait comprendre. J'aurais aimé que lui, qui est un excellent avocat et qui arpente les milieux de ces grands palais de justice, pouvait nous dire est-ce que le rapport de la Chambre des comptes a été remis au procureur et que le procureur est en train de s'apprêter pour lancer les investigations, les arrestations ou les, je ne sais pas comment on appelle ça, les convocations. Il aurait dû nous le dire, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, cette Chambre a fait son travail. Cette Chambre a remis son rapport d'abord à celui qui l'a commandité. Ils sont deux. Un, le FMI. C'est-à-dire le bailleur de fonds, dans la signature des contrats de concession entre l'État du Cameroun et le bailleur de fonds, il est clairement dit que tout agent qui sortira du FMI dans la lutte contre le coronavirus devrait faire l'objet d'un audit. Et l'audit n'est pas fait par une structure étatique parce que l'État du Cameroun avait choisi le consulter et le FMI a dit non, on veut plutôt un audit judiciaire. C'est pourquoi la Chambre des comptes s'y est mise. Donc le rapport est arrivé au FMI. Deuxième personne à qui le rapport doit être remis quand même, c'est le président de la République. Si vous refusez que le président de la République reçoive le rapport de la Chambre des comptes, il y a un problème. Sauf si vous lui refusez, comme une fois de plus, sa casquette de président de la République. Troisième chose, c'est le président de la République, avec grand prof, on va me corriger peut-être plus tard, avec l'avènement du TCS, qui lance tout ce qu'il y a comme investigation au niveau des hauts commis de l'État. Donc, c'est aussi simple que cela. Maintenant, il y a un nouvel acteur qui est arrivé dans le monde de la communication qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous avez les agents, les collaborateurs des différents grands types de la République qui passe le temps à filmer les documents et à envoyer. Ça fait tout ce que ça crée, mais ça n'enlève en rien, depuis Mathusalem, les relations entre individus existent. Je ne voudrais pas qu'on singularise humainement les institutions. Il s'agit de deux institutions qui se sont partagées du courrier et ça arrive et c'est le monde ainsi fait et c'est comme ça que le monde se l'a. Charles Ndika, vous brûlez d'envie, allez-y. Oui, je brûle d'envie puisque ce soir nous avons décidé d'être didactiques. Oui. Je voudrais répondre à ces nombreux téléspectateurs qui vont se poser la même question que M. Charles Élizan. Si cette confusion est faite entre le RDPC et le président de la République, c'est bien parce qu'au Cameroun, nous avons un parti-État. Il faut bien qu'on se le dise. Donc on ne peut dissocier l'un de l'autre. Si M. le président de la République avait pris la peine de se départir de sa casquette de chef de parti, nous n'en serions pas là. Cette confusion-là est savamment entretenue par lui-même depuis des décennies et des décennies. Pour le reste, je voudrais dire une chose. C'est que ça n'est pas la première des cacophonies. On y assiste depuis fort longtemps. Un autre homme politique avait d'ailleurs fait de l'humour en disant que le Premier ministre n'était que le premier des ministres dont le nom était couché sur la liste. Je me demande bien encore dans cette affaire où est ce monsieur. Donc je pense qu'on va développer plus en avant. J'attends avec beaucoup d'impatience l'éclairage du professeur Louison Essomba quant à cet aspect-là aussi qui fait que ces correspondants ont pris ces parcours-là qui manifestement, si je m'en tiens à la loi rappelée par Maître Ngueffa tout à l'heure, ne sont pas les chemins par lesquels elles devaient passer. Voilà, justement, docteur Louison Essomba, qu'est-ce qui devrait être fait ici lorsque le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, dit « me faire parvenir les pièces d'investigation de la haute juridiction non jointes à votre correspondance ». Et dans la correspondance du ministre, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, il dit bien « je fais joindre thermocopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême ». Ça veut dire d'abord d'emblée que le ministre de la Justice n'a pas reçu
la souche, ou du moins le rapport venant de la Chambre des comptes. Oui. Et vous savez, dans cette posture-là, qu'est-ce qui se passe de manière technique? Lorsque la Chambre des comptes a fait son audit, sa certification d'audit, cette Chambre renvoie cette certification auprès du procureur général près de la Cour suprême. Est-ce que le président doit avoir une copie, comme dit Charles? Oui, bien entendu. Le président doit avoir bien entendu, mais la copie. procédure voudrait qu'on passe par le procureur général. En l'état actuel des choses, le procureur n'a pas de copie. Sinon, le ministre d'État Laurent Hisso... Écoutez, en réalité, oui, puisque le procureur général est sous les ordres du ministre de la Justice, oui, donc en réalité, tout rapport qui sortirait de la Chambre des comptes, le ministre d'État, le ministre de la Justice devrait normalement avoir un rapport. Et puisque l'initiative, justement, de cette mise en œuvre est partie de la présidence de la République, la présidente doit, elle aussi, avoir un autre rapport. Alors, ce qu'il faut préciser, Serge Alorotou, vous savez, le pouvoir exécutif est structuré autour de deux organes. Il y a l'organe présidentiel qui est coiffé par le président de la République et l'autre organe qui est gouvernemental, qui a à sa tête le chef du gouvernement. Alors, quand vous prenez bien les deux, on vous dit ceci, que le président de la République, chef de l'État, en vertu de l'article 5, conçoit la politique générale de la nation. Et l'article 11 de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 précise clairement que le gouvernement en est chargé de sa mise en œuvre. Alors, quand vous prenez donc les dispositions, vous vous rendez compte que par rapport à l'affaire qui naît, et ça, j'en profite pour faire une précision exacte, le ministre secrétaire général de la présidence de la République est un membre du gouvernement. Oui, à la seule différence qu'il travaille auprès du président de la République. Ça, c'est une position fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont toujours estimé que le ministre secrétaire général ne fait pas partie. Non, il fait partie du gouvernement. Ce n'est pas un rouage. Bien entendu, ce n'est pas un rouage constitutionnel, mais c'est un rouage administratif. Et quand on parle, vous prenez l'article 10, alinéa 1, et surtout 10, alinéa 2, vous vous rendez compte que les ministres délégués, les ministres d'État, les ministres, font partie du gouvernement. Et le secrétaire général de la présidence de la République, c'est une précision d'État, est un membre du gouvernement, mais à la différence qu'il travaille à côté du président de la République. Alors, cela étant dit, Sao, ce que je voudrais indiquer tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le fonctionnement de notre gouvernement, qui est en réalité structuré autour de deux principes fondamentaux, le principe de solidarité et le principe de collégialité. Cela veut dire que cela apporte dans les deux principes, apporte donc la cohésion gouvernementale. Et dès lors, cette cohésion gouvernementale est assurée sur le plan, j'allais dire, horizontal par le Premier ministre chef du gouvernement et sur le plan vertical par le secrétaire général, disons, de la présidence de la République, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Alors, quand un tel problème naît, ça veut dire tout simplement que le ministre de la Justice, parce que je dois faire un autre rappel, notre gouvernement, en fait, est divisé en deux. Il y a des ministères qui dépendent de l'autorité directe du président de la République et d'autres ministères qui relèvent de l'autorité primo-ministérielle. Et parmi, justement, les ministères qui relèvent de l'autorité primo-ministérielle, il y a le ministère de la Justice. Ça veut donc dire que dans le cas d'espèce, pour une correspondance qui part de la Chambre des comptes, normalement, la voie idéale serait que le ministre de la Justice, avant même qu'on envoie à la présidence, même si c'est elle qui a initié, le ministre de la Justice devait avoir copie du rapport fait par la Chambre des comptes. Alors, si c'est le ministre de la Justice qui vient maintenant solliciter la demande de la souche du rapport de la Chambre des comptes sur le plan formel, sur le plan procédural, il y a un véritable problème qui met en œuvre la question que vous avez soulevée au fond. C'est d'un profond malaise. Et le profond malaise, je vais répondre, développer sur quelques éléments développés par Charles Dicam. Vous convenez aujourd'hui que le président de la République s'est souvent comporté doublement face au gouvernement. Quand ça devient difficile, il utilise un gouvernement de sanctions pour préparer un gouvernement de mission. C'est-à-dire qu'un gouvernement de mission qui viendra en réalité non seulement faire preuve de cohésion gouvernementale, mais aussi répondre aux besoins qui minent et qui dérangent les populations. Alors, dans le cas de l'espèce, on se rend bien compte que si il y a cette telle cacophonie qui part déjà du Premier ministre, vous avez vu, on a eu ici un Premier ministre qui a dit que toutes les questions seront abordées sans tabou. Mais un autre ministre est venu lui rappeler que non,
toutes les questions ne seront pas abordées. Celle qui touche la forme de l'État n'y sera pas. On a vu un Premier ministre qui a indiqué que, en réalité, la vaccination sera volontaire. Mais un autre ministre est venu lui dire non, cette vaccination sera obligatoire. Donc cette cacophonie gouvernementale ne rassure pas les Camerounais. Et comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit la dernière fois ici, que si en réalité on ne peut pas changer les hommes par les hommes, les événements, il faut pouvoir compter sur les événements et le temps pour le faire. Et même aussi, ça rejoint la belle citation de Mikhail Gorbatchev que vous avez à la fin, vous allez nous sortir ça. Pour la fin, oui, d'abord, oui, Serge Alain, à mon ami Charles Elizan, oui. Bon retour. Je sais qu'il souffre du fil de l'histoire qu'il a perdu depuis qu'il boycottait cette chaîne. Pour l'histoire et pour nous remémorer, souvenez-vous que vous avez organisé une émission ici où nous avons épluché les institutions qui ont manipulé l'argent du Covid. Oui. On en avait au moins 25. Ce souvenir fait, il faut que nous retenions que la Chambre des comptes n'est pas un service ni de la présidence de la République, encore moins au ministère de la Justice. Ce n'est pas parce qu'on a mis le mot chambre, c'est parce que le gouvernement camerounais ou bien le pouvoir camerounais, il aime tricher. C'est une juridiction, comme le TCS, comme la Cour suprême. Ce n'est pas le mot chambre qui doit déranger ceux qui ne savent pas. Comment ça fonctionne? On parle de Cour des comptes. Ce débat, c'est ailleurs. D'accord. C'est le grand frère dit qu'on doit être didactique. Voilà. Moi, je parle pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, comment ça fonctionne à la Chambre des comptes? Des 25 qui ont manipulé de l'argent, lorsque la Chambre des comptes est saisie, chaque structure des 25 qui ont manipulé l'argent, chacun vient justifier sa gestion à la Chambre des comptes. C'est-à-dire les justificatifs, c'est ce que dans la correspondance, ils appellent les documents justificatifs. C'est après avoir épluché, analysé, interrogé, confronté ces justificatifs qu'un rapport est rédigé. La question bête qu'on doit se poser, c'est où vont les justificatifs après la rédaction du rapport? Alors, mon ami Elisan, à la Chambre des comptes, il y a ce qu'on appelle le service du greffe. Au service du greffe, il y a une chambre qu'on appelle la chambre des archives. Les archives, donc, ça conçut les archives parce que le rapport a été dressé. Ces archives sont conservées à la Chambre des comptes. Pris en torche, le ministre demande au secrétaire général de lui donner copie de ces archives qui sont stockées à la Chambre des comptes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la décence de savoir que les résidus ne se retrouvent pas à la Chambre, à la présidence de la République, mais c'est aux archives à la Chambre des comptes. Ne devrait pas. 2. Vous confondez le rapport, c'est-à-dire en réalité, ce n'est pas le rapport, c'est la décision rendue par la Chambre des comptes qui dit que voilà les fauteurs du trou, voilà ceux qui ont joué avec l'argent du peuple. Voilà ceux qui ont empêché les gens de se soigner vite du Covid. Voici comment ils ont détourné. Le document dans lequel la Chambre des comptes constate tout cela s'appelle le rapport. En réalité, c'est sa décision. Vous verrez que quand ça attrape certaines personnes, la Chambre des comptes dit on les met en débat. Et ils se battent pour rembourser ou bien pour être poursuivis. Lorsqu'ils sont poursuivis, pour être acquittés. Dans l'intervalle, les archives sont à la Chambre des comptes. Or, aujourd'hui, le ministre de la Justice a déjà reçu le rapport par la voie qui n'est pas normale. Parce que le rapport, lorsqu'il dénote les infractions, la loi dit que la personne qui reçoit s'appelle Monsieur le procureur général près la Cour suprême. C'est la loi. Ce qui va nous sauver, c'est la loi. Ce ne sont pas les accointances avec le pouvoir. Or, au lieu de réclamer au procureur général le rapport, on réclame au président de la République qui remettra une thermocopie, c'est-à-dire un semblant de l'original. Tout le monde sait ce qui va se passer. En plus, on lui dit de remettre
les documents justificatifs. Non. Si on avait suivi la voie normale, Élisant, le procureur général, près la Cour suprême, devait écrire au greffe de la Chambre des comptes, dupliquez-moi toutes les pièces justificatives. Aujourd'hui, la loi est claire. Il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle la reproduction du dossier de procédure, en autant d'exemplaires qu'on aura besoin, pour qu'on soit fidèle, pour qu'on soit sûr que les pièces qu'on donne, d'autres n'ont pas disparu, entre les couloirs, les chambres, les voitures, les secrétariats et autres. Parce que le greffier qui va dupliquer, il va prendre la peine de faire ce qu'on appelle coter, lister, paraffer, ensuite liasser. C'est-à-dire la liasse qui va chez le premier juge, on sait que c'est la même liasse qui ira chez le second juge, on connaît le nombre de places, de pièces. Or, lorsqu'on dit qu'envoyer les pièces, l'homme du RDPC que vous êtes, c'est on va porter un carton avec du n'importe quoi à l'intérieur et envoyer, on ira faire le tri. Non. Si vous ne connaissez pas le milieu judiciaire, c'est cela. J'ai plaidé pendant longtemps devant cette chambre que je n'aime pas prononcer parce que ce n'est pas une chambre, c'est une cour. C'est parce que ça fonctionne mal qu'on esquive le mot cour. C'est parce qu'on ne veut pas lui restituer tous ses pouvoirs qu'on esquive le mot cour. C'est la Cour des comptes. Okay. Ce n'est pas la Chambre, Élisant. Charles Élisant, vous semblez tout à l'heure indexer les personnes qui se trouvent dans les différents cabinets pour ceux qui mettent ces documents très très sensibles sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça ne répond pas à la question principale ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas, ça ne traduit pas un profond malaise dans le gouvernement, cet échange épistolaire entre ces deux membres du gouvernement? Je vous répondrai en 3 secondes. Je vais vous répondre en disant à M. Augustin Gueffa que le secrétaire général de la présidence de la République, entre mythe et réalité, écrit par Jean-Marie Atanmebara, je vous conseille de lire ce livre. Je vous le conseille vivement. Laissez-moi parler. Vous l'avez vu, mais la personne m'a dédicacé. Si vous voulez, je peux vous prêter pour lecture. Vous avez fini? C'est terminé. C'est bon, voilà. Deuxième chose que je vais vous faire comprendre, votre rancœur que vous avez envers le RDPC, ou à chaque parole que vous prenez, vous parlez du RDPC. Vous avez tout à l'heure que j'ai boycotté quoi. Je ne vais pas rentrer dans la gadoue. Pour moi, c'est un détail. J'avance. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à votre bande cybernétique qui vous écoute ce soir. Je suis venu transmettre un message aux Camerounais et apprendre des autres. Je ne suis pas dans un juste level avec vous. Maintenant, je voulais vous faire comprendre que la Chambre des comptes dont vous parlez, pour qu'elle devienne la Cour des comptes, vous qui arpentez ces milieux, ce n'est pas vous, Augustin Gueffa, qui décidez. Il faut que vous le compreniez à la fin, que l'État ne se décide pas dans les studios de télé, dans les radios ou dans la rue. Il y a des mécanismes pour mettre en place une institution, ou alors les mêmes mécanismes ont prévu des mécanismes, permettez-moi le pléonasme, pour changer ces chambres. C'est tout. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel avant, on en a un aujourd'hui. Donc la vie est un construit permanent. Si vous avez une querelle critique envers la Cour des comptes, ou la Chambre des comptes, la Chambre qui doit être une cour, qui ne fonctionne pas bien, ça c'est votre problème. Sincèrement, c'est votre problème. Maintenant, prof, quand la Chambre des comptes a fini de faire son rapport sur les utilisateurs des fonds souverains, et que cette Chambre transmet le rapport au procureur de la République, est-ce que ça veut pour autant dire que la présomption d'innocence est enlevée? Il n'y a pas un autre procès qui s'ensuit? Ou alors c'est que le fait que la Chambre des comptes ait dit Monsieur Luzin Somba a, je sais pas, les pièces comptables qu'il a fournies, on appelle ça pièces comptables, les pièces comptables qu'il a fournies de l'utilisation de l'argent qu'on lui a remis ne sont pas très claires. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est condamné ipso facto? Non, il n'y a pas pour ça que ça suit. Pas du tout. Voilà. Il y a d'abord une décision provisoire, après il y a le principe du contradictoire. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais. Parce que Maître Augustin va nous faire comprendre aux gens que tous les membres du gouvernement et autres assimilés qui ont eu à utiliser cet argent, d'après le rapport de la Chambre des comptes, sont ipso facto condamnés et condamnables. C'est ce que vous n'avez pas dit. Et c'est ce que vous devez dire, vous, l'avocat. Vous qui manipulez le droit à longueur de journée, c'est ce que vous devez dire aux Camerounais qui nous suivent. Deuxième chose, j'ai appris aujourd'hui, et je veux apprendre, que le secrétaire général de la présidence coordonne l'action gouvernementale au niveau de la présidence
il est ministre d'État, il a plutôt rang de ministre d'État et n'est pas plutôt membre du gouvernement. Il a plutôt rang de ministre d'État. Ça, on avance. Troisième chose, je voudrais dire aussi que, Serge Alain, vous savez, il est très difficile aujourd'hui de gérer les institutions sans gérer les hommes qui les constituent. On ne peut pas. C'est parce qu'on a toujours envie de singulariser humainement les gens qui animent les institutions, qui font en sorte que on est dans ce genre de brouhaha. Si Augustin avait vraiment lu le livre à Tanobara, il dit in fine que tout ce que j'écris dans ce livre, avec le ton ironique et tout, c'est pour que les institutions qui sont animées par les hommes, que ces hommes comprennent que les institutions doivent être au-dessus de nous et que les rapports humains qu'il y a entre les uns et les autres ne doivent pas supplanter le rôle que nous devons faire, c'est-à-dire faire le bien-être aux populations et servir l'État à travers celui qui nous a donné le décret de nomination. En clair, je voudrais dire que M. Laurent Esso, qui demande la souche à Ferdinand Ngongo, a déjà cette souche. Lui, en tant que ministre de la Justice, il l'a déjà. Parce qu'une autre question, prof, le procureur appartient au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire. Non, mais c'est le pouvoir judiciaire. Le procureur. Oui. Oui, allez-y, continuez, Charles. Okay. Pouvoir judiciaire. Merci. Vous dites que le ministre d'État Laurent Esso a déjà une copie. Sauf que j'ai l'impression, et là c'est ma lecture, que le ministre Laurent Esso, qui a été par ailleurs secrétaire général à la présidence, a voulu passer un message subliminal à M. Ngongo en lui disant que quand vous m'envoyez un document pareil, de vous fournir ceci et cela, mettez tous les documents qui doivent accompagner la note. Pour la bonne administration de la justice. Tout à fait, même si je l'ai déjà. Je ne l'ai pas eu par vous. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire, il lui fait comprendre que monsieur le secrétaire général de la présidence, je vais m'y mettre, mais donnez-moi tous les éléments et le rapport. C'est aussi notre manière formelle de savoir si la Chambre des comptes a envoyé le rapport à la présidence et non au procureur auprès de cette cour. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos que nous qui faisons la politique depuis, qui ne sommes pas arrivés en 2017, pour supporter un frère ou un ami, c'est pas moi quoi, on ne lit pas les notes administratives comme ça, à la volée. On les lit de manière transversale. Quand un monsieur comme Laurent Esso écrit, quand un monsieur comme Ngongo écrit, faisons attention aux termes qu'ils utilisent. Et à la fin, pour répondre à votre question, Serge Alorto, tout le monde sait, même mon fils de 10 ans qui est à la maison sait qu'à tout moment, il peut avoir basculement du pouvoir. Ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui à la charge et dans notre parti, nous qui avons la charge de diriger de manière un peu supra le pouvoir, au niveau législatif, au niveau municipal et tout, il y a des clans qui sont formés. Il faut le dire. Et maintenant, vous avez chacun... c'est nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. C'est nouveau. Venant de vous. Non, venant de vous, Charles. C'est nouveau. Voilà. Est-ce que je ne suis pas un être humain qui pense que j'ai été président de sous-section, le renouvellement arrive, je suis président de section. Il y en a qui veulent être président de section. Il y en a qui veulent me remplacer là-dessus-là. Qui prient même qu'on lance le renouvellement pour que Zang dégage. Il y en a qui veulent que Malapa dégage, qui veulent que Jean Couette dégage. Il y en a qui veulent que Paul Biya dégage. Et oui. Et ils sont dans le parti et chacun use de ses moyens qu'il estime être à sa portée pour envoyer à la Belgique populaire tout ce qu'il y a comme document administratif. Les rédactions des documents entre le secrétaire général et le président depuis les indépendances avec les ministres, ça a toujours existé. Mais cette fois-ci, c'est plus accru, c'est plus accru parce qu'il y a un nouvel acteur qui est sur le terrain. La communication a pris une autre phase dans les joutes politiques actuelles. Faisons avec. Mais ce n'est pas tous les documents qui sortent, il faut le reconnaître. Le document que Ngongo écrit à Laurent Esso se trouve dehors. Il y a quoi quel document qu'il faut cacher? Non, j'ai dit, il faut quand même reconnaître qu'il y a des documents qui ne sont pas là. Ça veut dire que choisir ce qu'il veut envoyer dehors. Comme ce rapport, pourquoi ce rapport n'est pas dehors? Mais maintenant, on va venir faire comprendre que le rapport est aux archives. Est-ce que les archives sont consultables par tout le monde? Que celui qui veut aller aux archives veut consulter les rapports, c'est tout. Si maintenant on va nous faire comprendre que le rapport est aux archives, auprès du greffe, c'est pas moi qui, n'importe qui peut aller là-bas demain, récupérer le rapport, puisque le rapport est rendu public. C'est clair. C'est un peu comme quand on fait les conseils municipaux. C'est public et le rapport est déposé auprès du secrétariat général. Celui qui veut le récupérer va le récupérer. Donc, le rapport n'est pas c'est pas la loi de l'Ormeta, ce n'est pas un secret. Le rapport est là et il est à la disposition de tout le monde. Pour terminer, mon beau Charles,
nul ne peut se prévoir à ses propres turpitudes. Si nous voulons faire la politique autrement, qui sont vos termes, il faut qu'on surpasse certaines choses. J'estime que c'est malsain de parler des rapports entre Ngongo, Laurent Esso, entre le secrétaire général de la présidence et le ministère de la justice, la Cour des comptes et tout, et qu'on parle toujours du RDPC. Si ça vous arrange, je vous dirai aussi que le patron de votre parti était candidat à l'élection présidentielle. Il pouvait dire qu'il n'est pas président national et se porter candidat en tant que militant simple. Vous savez, le tabouret ne se moque pas du menuisier. C'est pas possible. Charles Ndikam, justement, est-ce que tout ça ne traduit pas l'absence de cohésion? Je veux qu'on réponde à cette question. Oui, je voudrais déjà interroger les membres de ce panel pour savoir si la chute de M. Zong correspond à quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Le parallèle qu'il fait entre Maurice Kamto et le président Biya, président du RDPC. Vraiment, je ne vois pas le parallèle. Maintenant, oui, il est président du MRC. Oui, en tant que choisi comme militant du MRC pour le représenter. Paul Biya a été choisi comme militant du RDPC. Oui, maintenant donc il est président de la République, il aurait pu faire comme dans de nombreux autres endroits, se départir de sa casquette de président de parti. Voilà, très bien. Au regard de ce qui se passe là, il y a un problème dans écoutez, le gouvernement. puisque Maurice Kamto a été évoqué, je voudrais rappeler qu'il a eu à faire une sortie il y a quelque temps déjà à ce sujet, demandant à une certaine cour de constater la vacance du pouvoir. Certains l'ont pris à ce moment-là comme une blague, mais je veux dire, les exemples se multiplient à raison pour en arriver à cette conclusion que on se demande qui tient le gouvernail, si jamais il y a gouvernail, et par qui il est tenu. Je voudrais aussi dire qu'au-delà des réseaux sociaux, le choix de ces documents qui sont mis, comment dirais-je, à la connaissance du public, très souvent ces documents-là sont repris par des gens qui font partie de ces organisations, de ces ministères, mais qui au sein de ces propres structures ne comprennent plus, ne sont plus d'accord avec la manière dont les choses sont menées. Ça veut dire que le ver est dans le fruit. Bon, quand on est arrivé à ce constat qu'aujourd'hui vous semblez partager, et je ne serais pas venu pour rien ce soir, je constate qu'il y a eu évolution dans vos positions. Si vous constatez aujourd'hui que tout le monde est en attente et que tout le monde est sur les starting blocks, quand on constate aussi les effets collatéraux que cela a sur la marche quotidienne des affaires de l'État, quand on constate que ceux-là qui ont la charge de diriger ce pays sont en parfaite inadéquation avec ces nouveaux moyens que sont les réseaux sociaux, etc. Non, ils ne sont pas. Je ne vais pas rappeler ce ministre-là qui se trompe dans les gigas, etc. et qu'on a promu ministre d'État pour le féliciter de sa bêtise. Mais ce que je voudrais dire... Donc avançons. Ce que je voudrais dire, c'est que à un moment donné, par patriotisme, puisque c'est un mot qui est tant aimé par les vôtres, par patriotisme, par amour de son pays, et en privilégiant l'intérêt supérieur des Camerounais. Quand on ne peut plus, il faut savoir remettre la balle au centre et dire vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça a duré 40 ans, mais manifestement aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de ma politique. Remettons la balle au centre pour que ceux qui seront les plus en même de le faire puissent le faire. Malheureusement, je dis, nous ne sommes pas prêts de ne plus voir ce type d'événements et ils ne feront que se multiplier. Et ça a été dit, la trajectoire de ce rapport est connue, et en tout cas est balisée par la loi. Oui. La loi n'a encore pas été respectée. C'est un constat sur lequel nous devons être tous d'accord ce soir. La loi a été bafouée. Et elle a été bafouée en ce sens que le premier destinataire de ce rapport, la Chambre des comptes, elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Elle devait remettre le document au procureur. Qu'est-ce que vous en savez? Après la Cour suprême. Mais nous ne devrions pas être dans le doute. Pourquoi? Non, nous ne devrions pas être dans le doute. C'est toi qui vas dans le doute, Charles. C'est toi qui vas dans le doute, Charles. Alors, vous êtes-vous en mesure d'affirmer ce soir que le procureur est en possession de ces documents? Le procureur qui travaille avec Laurent Esso. Oui. Lequel Laurent Esso, lui, demande encore à quelqu'un d'autre de l'extérieur de lui amener. Quand on parlait de subtilité... Vous n'avez pas compris mon développement. Oui, non, c'était justement ce message subliminal. Non, mais il faut que ça arrête d'être subliminal. Pourquoi? Non, subliminal, la manière dont vous appréhendez le subliminal n'est pas la même que la mienne. Le procureur la loi est subliminale. Est-ce que la loi est subliminale? Non, elle ne l'est pas.
Elle est précise. Elle est précise et concise. La loi, non. Bon, arrêtons de jouer avec les mots. Je pense que les juristes qui sont sur ce plateau nous ont suffisamment éclairés pour qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ces membres du gouvernement se donnent en spectacle. Ils se donnent en spectacle. Point. Voilà, justement. Et je voudrais terminer. Le premier des ministres se tient bien à l'écart. Voilà, justement, d'abord, Dr Louison Essamba, comme il a dit, ce spectacle-là, est-ce qu'on ne pouvait pas arranger ça au niveau de cet organe qui manque tant, c'est-à-dire le Conseil des ministres? À quoi sert-il finalement le Conseil? Bien entendu. Le dernier s'est tenu le 16 janvier 2019. C'est-à-dire après le gouvernement Diangote. En vertu des dispositions de la loi, le Conseil des ministres doit se tenir une fois chaque année. C'est-à-dire qu'une fois l'an. Oui. Pour justement coordonner toutes les activités possibles du gouvernement. Et au Cameroun, une fois par an. Oui. C'est-à-dire que c'est ce que dispose la loi. Oui. Au moins une fois l'an. Alors, la question que vous posez, Serge Aloltou, échange épistolaire entre membres du gouvernement. Je voudrais revenir sur le chef de ce gouvernement. Parce qu'en réalité, toutes ces cacophonies partent de là. Tout simplement parce que les dispositions constitutionnelles, à mon sens, ne sont pas respectées. Je convoque ici l'article 10 alinéa 1 qui est clair. Le président de la République nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Alors, on se rend compte sur le terrain de la pratique, c'est un certain nombre de réalités, une réalité qui transparaît. C'est que, à peine on venait de nommer le Premier ministre, que tout de suite, plus tard, on laisse juste une bouffée d'oxygène aux journalistes de boire un peu d'eau et de revenir lire les autres membres du gouvernement. Je crois que sur le plan psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas. Faisons un peu comme au Bénin et même en France, on a vu avec Jean Castex et Castex bien entendu. Pendant 2 ou 3 jours, faisons semblant de consulter. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire est clair. Vous allez comprendre d'où partent les problèmes. Alors, ça part de quoi? Du fait que, psychologiquement, les ministres se rendent compte que le Premier ministre ne participe à rien à leur nomination. Et par là, ils peuvent donc avoir des attitudes irrévérencieuses vis-à-vis du Premier ministre qui, en réalité, se trouve donc, comme l'autre disait, le premier des ministres, ou si vous voulez, le premier d'entre ses pairs. Or, le Premier ministre, en réalité, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est à dessein, en précisant que le ministère de la Justice est un ministère rattaché sous l'autorité du Premier ministre et non du président de la République. C'est pourquoi tout à l'heure, je réponds à la question de Jean pour dire que non, c'est un ministère qui n'est pas rattaché à l'exécutif, mais qui est rattaché au pouvoir judiciaire. Le procureur dépend de quel pouvoir? Le procureur dépend du pouvoir judiciaire. Permettez. Il n'exécute pas la loi. Docteur, il n'exécute pas la loi. On va y revenir, c'est promis. Parce qu'il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous vous présentons une enquête inédite sur le monnayage des tests Covid et la corruption observée autour. Vous le savez, officiellement, les tests Covid sont gratuits, mais des Camerounais qui désirent se rendre à l'étranger peuvent débourser jusqu'à 100 000 francs CFA pour obtenir ce test sans l'avoir véritablement effectué. Enquête exclusive à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un conflit observé dans l'arrondissement de Loum. Le maire qui mène des travaux d'assainissement de sa municipalité rencontre la désapprobation des populations qui déplorent l'accaparement de leurs terres et des procédures de démolition non conformes à leur réalité. Qu'en est-il réellement? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Vous savez, l'ensemble national du Cameroun, constitué des acteurs du théâtre, du ballet national et de l'orchestre national, ils sont nombreux à avoir été licenciés depuis près d'1 an sans qu'ils ne voient leurs droits être payés. Ils ont décidé de manifester leur colère devant le ministère de la Culture. Quelles sont les causes de cette restructuration et mise à l'écart de nombreux Camerounais qui faisaient la fierté de l'ensemble national? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dont le 20h de Cédric Noufélé.
Sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Isomba, Charles Elisan, Charles Ndikam et Maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, une autre... Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'il faut monnayer, il faut parfois débourser 100 000 francs pour avoir ce sésame-là qui vous permet de voyager? Saint-Alain, c'est une réalité. Camerounaise. Une fois Oui. encore. J'ai des témoignages. Donc, ce qui apparaît là ne me surprend plus. Je croyais que le bon sens pouvait nous gagner parfois, mais c'est ce qui est négatif qui se commercialise le mieux. Donc, ça n'appelle pas de commentaires. Ok. Voilà. Charles Ndikam, vous êtes surpris par ce qu'on a entendu là? Non, pas du tout. C'est le contraire qui eût été étonnant. Non, pas du tout surpris. C'est typiquement camerounais. C'est un mal de notre société, un mal de l'heure. Tout est raccourci, malheureusement. Voilà. Et c'est dommage parce que il s'agit de la santé de nos concitoyens et ils se mettent en danger eux-mêmes. On dirait que le premier réflexe aujourd'hui, au lieu d'aller à un guichet se renseigner pour savoir combien on doit payer, on préfère prendre le chemin parallèle pour parfois payer plus cher que si on était allé directement au guichet. Et ça on ne peut que tous le décrier et espérer que ces mentalités-là évoluent parce que ça devient de plus en plus grave. Charles Elisan, la même question. Vous êtes surpris par ce qui arrive là? Je ne suis pas surpris. Parce que je sais que l'ingéniosité des êtres humains, c'est de profiter de tout ce qui se passe pour se faire de l'argent. Si les gens se font de l'argent quand il y a la guerre, combien de fois quand une maladie pareille sort, les gens se permettent de vendre des tests Covid. Ce qui est plus grave, c'est quand un agent assermenté des services sanitaires qui a prêté serment vend un test Covid négatif à quelqu'un qui est plutôt malade. Ouais. C'est là où c'est ça vous comprenez un peu ce qui se passe. Vous avez quelqu'un qui arrive au Cameroun, qui doit faire un test à l'entrée, et tout se passe dans les aéroports, essaie de monnayer avec certains agents sanitaires. Le test montre qu'il est malade, c'est-à-dire il doit être mis en quarantaine, mais parce qu'il a ses business qu'il doit faire, il a ses conteneurs qu'il doit retirer au port, il a sa petite qu'il doit avoir à tel endroit, tout. Il monnaie, il sort. Et c'est comme ça qu'un agent, appelons-le un agent pathogène, transmission de la maladie se retrouve dehors et on se retrouve dans les deuils, dans les fêtes, au marché et tout, et c'est comme ça que la maladie se passe. C'est là où c'est-à-dire ça fait mal. Mais c'est pas surprenant. Encore que dans plusieurs pays aujourd'hui, beaucoup de personnes sont aujourd'hui démis de leurs fonctions à cause des faits avérés de vente des tests Covid. Il faudrait justement que le ministère de la Santé frappe la main sur la table, comme l'a fait le directeur de la Kentini, qui il y a un mois a suspendu plusieurs agents reconnus coupables de vente des tests Covid à certaines personnes au niveau de l'hôpital La Kentini. Le docteur Noël Isomba. Professeur Noël Isomba. Voilà, oui. Le professeur Noël Isomba. Tout à fait. Voilà, justement, docteur Louison Isomba, sur cette... le professeur Isomba, docteur Isomba. C'est mon bon boy, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, docteur, sur cette situation regrettable tout de même, hein? Tout à fait regrettable. Surtout le cas que vient de décrire Charles Elisan, c'est-à-dire que quelqu'un qui est porteur, mais on lui délivre un document qui atteste le contraire. C'est extrêmement regrettable. Ces gens-là autour pour la corruption a atteint des proportions endémiques et même inquiétantes, parce qu'on ne peut pas vous imaginer qu'un médecin assermenté qui doit protéger la population, les vies humaines contre une pandémie comme celle-là qui ravage, qui est autant mortifère que l'on puisse constater, puisse se permettre de déclarer, du moins de dire, écoutez, vous êtes positif, mais sur le simple fait que vous avez monnayé, je dis que vous êtes négatif. Or, là, c'est très grave sur la propagation et même la divulgation du virus, compte tenu du fait que cette pandémie n'érit pas. Elle ravage sur son passage tout ce qu'elle trouve. Donc, c'est pour dire que c'est extrêmement dangereux ce que nous sommes en train de vivre. J'espère tout simplement, à la suite de l'ISANZA, que les concernés puissent être sévèrement sanctionnés, parce qu'en réalité, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel, c'est au-dessus
justement de tout raisonnement, c'est au-dessus de tout entendement, parce qu'on ne peut pas imaginer que pendant que l'État du Cameroun se bat corps et âme pour trouver des mesures, des prescriptions pour juguler le phénomène, pour juguler la maladie, on a en face des gens qui veulent au contraire lui donner des proportions inquiétantes. Donc, c'est regrettable ce que nous vivons. Nous estimons très simplement que les concernés seront sanctionnés sévèrement. Il faut déjà qu'ils soient rattrapés. Hein. Oui, bien entendu. On le sait, ils sont connus, puisque quand ils sont envoyés sur le terrain, on sait qui on a envoyé sur le terrain. Donc, les identifier me semble la chose la plus facile. Oui. Je pense qu'il faudrait qu'on ait même des contrôles inopinés. Surtout à nos entrées, nos aéroports. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les contrôles inopinés. Oui. C'est-à-dire 10 voyageurs qui rentrent, comme ça, une équipe mobile qui chope 2 ou 3. Entre la route de l'aéroport pour le test, ils chopent 2 ou 3. Et ils leur font des tests rapides de 20-25 minutes et le résultat sort. Si on se rend compte que vous avez un résultat positif, alors que vous avez un document qui a été délivré, on connaît l'agent qui vous a délivré le document et on peut remonter la chaîne et mettre le monde hors d'état de nuit. Donc, ceux qui sont chargés de cette campagne sont incorruptibles? Ceux qui vont qu'on va mettre dans l'équipe mobile. Sauf si on dit aussi que les agents sont aussi. Donc, c'est très compliqué, hein, où on veut aller. On se connaît, Charles. Non, il y en a quand même qui travaillent bien, professionnels, ils travaillent bien. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes un bon journaliste. Il y en a qui... Bon, ça dépend. Merci Charles. C'est une idée quand même. Chacun fasse bien son travail et puis... Voilà. Restons humains. On revient donc au thème principal. Maître Ngefa, vous voulez réagir sur le malaise profond d'abord, avant, il y a eu beaucoup de discussions pendant le journal de Cédric Nouffelet sur qui est ministre et qui n'est pas ministre. On revient d'abord les signes du profond malaise. Serge Alain, ces échanges épistolaires dénotent en premier lieu, un désordre dans le gouvernement, une triste gouvernance. Parce que si la gestion avait été saine, il n'y aurait jamais eu ce type de rapport. Souvenez-vous que le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la République, avait saisi le patron du contrôle supérieur pour lui demander de mener les enquêtes. Je ne sais pas si mon ami Élie Charles peut nous dire où se trouvent les conclusions de ces correspondances. Je réponds. Bien sûr. Non, en fait, ça concerne le cas Covid. Oui. Lorsque le secrétaire général de la présidence a saisi le Conseil supérieur de l'État... Le contrôle supérieur de l'État, oui. Contrôle supérieur de l'État, oui. Le ministère, l'organisme qui a débloqué les fonds, qui est le FMI, a refusé que l'audit soit fait par un organisme étatique venant du pouvoir exécutif. Voilà, pour éviter ce que vient de dire mon bon juge parti. C'est ça qu'on a vu dans un audit judiciaire. C'est ça que la Chambre des comptes a pris le relais. Mais sauf que ça n'empêche pas, dans le rôle régalien qu'est l'État, d'auditer les comptes de ceux qui utilisent l'argent du fonds public. Merci. Voilà. Je voudrais que le rapport a été fait. Non, ça a été fait. Avant ce contrôle supérieur, avant ce contrôle qui devait être fait par le contrôle supérieur de l'État, est-ce que le ministre en charge de ce département a rendu son rapport au gouvernement? Nous avons souvenance qu'il y a de l'argent qui a été demandé au ministre des Finances d'être débloqué pour lui permettre de mener à bien cette mission. Permettez que... Là, c'est les experts. Ah, ok. Là, c'est les experts. Je parle du ministre de la Santé, in chief. Est-ce que lui, il a déposé sa copie, que l'argent que j'ai reçu dans mon département, est-ce que j'ai rendu ma copie? Oui. 3. Voilà la Chambre des comptes qui sort un autre rapport. C'est-à-dire que nous avons en face de nous, si la gestion était saine, on devait avoir un seul rapport qui convainc tout le monde. Ceux qui ont reçu de l'argent devraient le faire. Mais lorsque nous faisons intervenir le Consupé, si nous faisons intervenir la Chambre des comptes, si nous faisons intervenir le procureur général, si nous faisons intervenir le ministre de la Justice, ça prouve qu'il n'y a aucun domaine dans cette République qui peut être bien géré, qui a été bien géré. C'est-à-dire que même l'argent des morts, l'argent des cadavres fait problème à ceux qui gèrent. L'argent des cadavres fait problème.
Ok. Voilà. Donc ces correspondants, voilà ce que cela traduit. Maître, à côté de vous, Dr Luzon Isomba, Maître Ngefaka parlait de la récréation. Qui doit donc siffler la fin de la récréation? Le Premier ministre? Est-ce que ça pose pas un autre problème? Est-ce que le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, peut se reconnaître dans une décision qui viendrait du Premier ministre type Dr Joseph John Kouté? Le chef du jeu, ou bien le chef de la récréation, c'est le président de la République. Et c'est lui qui peut, et même dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, des actes irrévérencieux vis-à-vis du Premier ministre, c'est le président de la République qui doit siffler la fin de la récréation. Et il a toujours fait. Je me rappelle que tous les ministres qui se sont portés en faux ou qui ont eu des attitudes irrévérencieuses vis-à-vis du Premier ministre, le président les a toujours sanctionnés. Et ça, de la manière la plus sévère. Je ne vais pas citer les noms ici, ils sont connus. C'est la raison pour laquelle je voulais indiquer que l'instruction générale de 1998 et celle de 2002 sont claires. Ces instructions générales sont claires en indiquant que le ministre secrétaire général à la présidence de la République, pour écrire à un ministre, écrit d'abord au secrétaire général des services de la primature, sous la haute attention du Premier ministre. Et c'est donc le Premier ministre qui destine l'information au ministère concerné. Donc cela signifie très clairement que même dans cette affaire de contrôle des audits, quand le ministre secrétaire général dit sur haute instruction, monsieur le ministre de la Justice, engagez les poursuites, non, il devait écrire au secrétaire général des services de la primature sous l'attention du Premier ministre, qui devait donc prendre le document et le destiner au ministre secrétaire. Voilà, au ministre. Un autre cas de figure, Dr Luzon Isomba, lorsque le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, écrit à Magloire Fouda, qui est le secrétaire général des services du Premier ministre, qui lui demande de répercuter les informations du président au Premier ministre. Donc il dit, dites au Premier ministre que le président a dit que. Oui. Comment comprendre ça? Non, là, il est en relation, en conformité avec les instructions générales de 1998 et de 2002. Il est en conformité générale. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand il écrit directement à un ministre, et autre chose qu'il faut relever, s'il écrit à un ministère qui relève de l'autorité directe du président de la République, comme le ministère de la Défense. Comme le ministère de la Défense, comme le ministère du contrôle supérieur du marché public. De marché public. Voilà. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, si c'est un ministère qui relève de l'autorité directe du Premier ministre, les instructions sont claires. L'instruction générale. Donc, il doit écrire au secrétaire général de la primature. Mais ça n'a pas été le cas pour le ministre Laurent Isso. Bien entendu, voilà une autre entorse de la procédure que nous décrions. Voilà une autre entorse de la procédure que nous décrions, parce que le ministre d'État, secrétaire général, écrit à un autre ministre d'État, ministre de la Justice. Est-ce qu'il y a un problème? Bien entendu, je dis que c'est la raison. Donc, c'est là. Est-ce qu'il y a un problème? Comme je l'ai dit, ils sont tous ministres d'État. Voilà, ils sont tous ministres d'État. Vous savez que c'est en considération du poids politique et dans la préséance protocolaire. Ça se justifie. Mais pour répertorier les instructions du président de la République à un des ministres sous lesquels l'autorité directe du Premier ministre se manifeste, il faut donc suivre cette procédure consignée dans l'instruction générale du travail gouvernemental, qui voudrait que le ministre secrétaire général de la présidence de la République écrit au secrétaire général des services de la primature, qui, sous le regard attentif du Premier ministre, destine donc la note au ministère concerné. Alors, mais on se rend bien compte qu'il y a cette entorse du terrain et il y a une utilisation, j'allais dire, un peu plus chronique, mais qui devient anachronique de l'expression sur haute instruction du chef de l'État. Il faudrait qu'on essaie de revoir cela, parce qu'en réalité, c'est l'expression d'une manifestation du pouvoir qui ne se dit pas de manière claire, mais que l'on voit c'est même de manière instruction. C'est maintenant les hautes directives. Bon, chaque secrétaire général qui arrive à ses parties. Non. Le ministre d'État en Congo, il utilise maintenant hautes directives. Bon. Au début, c'était haute instruction. Maintenant, il est sur les hautes directives. Peut-être cela est monté d'un cran, mais sur le plan administratif, bon, il essaie de maîtriser les serres. Le ministre d'État en Congo. Voilà, justement, Charles Élise, qu'est-ce qui vous amuse?
Nous avons la correspondance du ministre d'État. Non, c'est le terme haute directive. Oui, mais c'est ça. La haute directive du chef de l'État. Hein. C'est ce qui revient. À partir du moment où... Voilà, Charles Elisant, pendant le journal de Cédric Nouffelé, il y a eu ce débat. Vous semblez nous dire que le secrétaire général à la présidence, le ministre d'État secrétaire général à la présidence, n'est pas membre du gouvernement. C'est ma position. C'est ma position et celle des concernés qui estiment qu'ils ne sont pas membres du gouvernement. Le secrétaire général à la présidence de la République a rang de ministre d'État. Il n'est pas membre du gouvernement. Comment on l'appelle? Appelez-le. J'ai posé une question. Non, c'est pas nous qui l'appelons. Hein. Alors, on va faire un dialogue à la Socrate, c'est-à-dire la matière Socrate. Oui. J'ai dit tout à l'heure, posé la même question tout à l'heure à mon frère Augustin, en lui demandant que le secrétaire général des services du Premier ministre est ministre. Est-ce qu'il est membre du gouvernement? Oui. Bon, soit. Avançons. Maintenant, non, c'est la parole. Non, donne-moi. Laisse-moi avancer. J'espère qu'après que vous soyez échangé des minutes, j'en aurai quelques. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, Augustin, tu as semblé dire que dans les rapports qui viennent d'utilisation d'argent, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai l'impression que vous qui voulez gérer le pays demain, vous n'avez même pas la connaissance des rouages de la gestion administrative. Le Consupé, quel est son rôle à la fin? C'est d'auditer tout ce qu'il y a comme utilisation de la fortune publique. Donc le fait que le Consupé ait audité les comptes des fonds Covid gérés par les membres du gouvernement n'a pas de problème, il est dans son rôle. Maintenant, le rapport du Consupé, quand il a avéré qu'il y a eu indélicatesse, malversation, remet le rapport à qui de droit et ceux-là sont mis à disposition du TCS. Maintenant, le Fonds monétaire international qui débloque les fonds dans le programme de facilité rapide de crédit à tous les pays du monde entier qui reçoivent son argent pour lutter contre le Covid-19, vous pose un premier préalable. C'est qu'il faut auditer ces comptes quand on vous remet de l'argent pour que la phase 2 suive. Première expérience, on a eu 102 milliards du FMI. On est en train d'avoir 288 parce que le rapport est sorti de l'utilisation d'argent et l'État du Cameroun a promis à ce bailleur de fonds de mettre aux mains de la justice ceux qui ont été dans les malversations. Donc il n'y a pas de problème. Quand on dit qu'il y a 2 ou 3 rapports, ça veut dire qu'il y a un problème. 3, toi qui es un juge, tu devais savoir que OADA demande à toute structure publique ou parapublique d'avoir 3 niveaux de contrôle pour qu'il y ait le principe du contradictoire. Dans chaque entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle le service du contrôle interne. C'est-à-dire il y a le département de l'audit du contrôle interne qui fait son premier rapport sur l'utilisation de l'argent mis à disposition des gestionnaires. Il y a le Consupé qui vient après. Et il y a maintenant un organe indépendant qu'on appelle le commissariat au compte, qui est un cabinet d'audit ou un cabinet d'expertise. Quand ces 3 rapports sont concordants, comme M. Augustin Gueffat a dilapidé l'argent du pays, ce qui va arriver quand on regarde votre bug, ça veut dire que vous êtes en indélicatesse avec la fortune publique, on vous amène donc de l'autre côté. Maintenant, quand il y a un des 2 rapports, ce qu'on appelle la contre-expertise, dit que non, vous avez bien géré, et un autre qui dit que vous avez mal géré, il faut donc qu'il y ait ce débat pour qu'on sache si vous avez effectivement mal géré ou bien géré. Donc, ne faites pas dans l'embrouille en disant que le fait qu'il y ait 2 ou 3 rapports venant des ministères sur l'enquête de l'argent qui a été utilisé veut à tout prix dire que quelque chose ne va pas. Non, il faut qu'il y ait 5 contrôles. Ça fait en sorte que ces 5 contrôles sont concordants vers vous, vous avez bien géré, c'est bien. S'il y a un qui dit que ce n'est pas bien, il faut que vous expliquiez. Donc, il fallait que je vous le dise pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de problème au niveau du contrôle du FMI, qui est une obligation, encore que nous devons être contents que le FMI qui a débloqué 102 milliards soit encore en train de débloquer 288 milliards. Ça veut dire que l'argent a été bien utilisé. Deuxième chose, la Banque mondiale est en train de donner 85 milliards au Cameroun dans le même programme pour dire lutter contre le coronavirus. Ça veut dire que cet argent a été bien utilisé par les autres. Maintenant, ceux qui ont mal géré vont répondre. Et je vais terminer par quelque chose. C'est Jean-Lin. Pourquoi faisons-nous le procès d'un document administratif d'un collègue qui écrit à son collègue? C'est-à-dire, je vous ai dit que depuis Mathusalem, les ministres s'écrivent entre eux. Ils s'écrivent tous les jours entre eux. Mais le seul truc, c'est que c'est désormais dehors. Et ça laisse vent à des interprétations erronées, soutenues. Chacun estime ce qu'il veut estimer. Mais les ministres s'écrivent. Le fait qu'ils ne s'écrivent même pas, il y a un problème. Si des ministres ne s'écrivent pas, il y a un problème. En ce moment où il faut auditer les fonds Covid et que le RGPR devient le patron de la task force pour gérer l'argent,
Quel est donc le rôle du ministre de la Justice dans cette histoire? Ça veut dire qu'il est dans son rôle de contrôler cet agent. Donc il y a forcément des instructions qui vont se passer entre eux. Et comme le RGPR est écrit au ministre d'État par écrit, il lui répond aussi par écrit. C'est tout. C'est la didactique administrative de relation des rapports. Oui, d'abord, on va Charles Dicam sur cet aspect. Oui, je suis très content parce que ce soir, décidément, Charles Élise en fait beaucoup de progression. Je vois que tout à l'heure, il a parlé... il a quand même trouvé le moyen rapidement de parler d'une initiative privée. Et je voudrais lui dire que de la même manière qu'il a admis dans son raisonnement qu'il y a expertise et contre-expertise, j'attends encore que ceux-là qui sont en train de jeter l'opprobre sur une expertise 3 produisent une contre-expertise. Mais ça coûte de l'argent. C'est peut-être là qu'il va y avoir un problème. En passant, professeur Luison Essomba, vous disiez tout à l'heure que le président de la République sanctionnait. Je suppose que la haute sanction dont vous parlez, c'était de les retirer du gouvernement. Oui, bien entendu. Quand ça se fait 3 ans après la faute, vous pensez que c'est encore une sanction? Non. S'il vous plaît, monsieur Zang, de grâce, ne me coupez pas la parole. Je dis et je répète donc qu'une sanction... Non, chaque fois qu'un ministre a manqué de respect, ou en tout cas ne s'est pas comporté, lui, M. Biya, qui connaît si bien l'administration, n'a pas respecté la hiérarchie, il a été sanctionné. Quand c'est 3 ans plus tard, c'est encore une sanction? Non, je ne pense pas. Donc, ça n'est, à mon avis, c'est improductif. Je voudrais dire aussi, et vous nous l'avez rappelé tout à l'heure à la pause, qu'il a été écrit que les conseils des ministres doivent se tenir au moins une fois l'an. Le dernier, Serge Alain nous le rappelait, a eu lieu en janvier 2019. Mais dites-moi un peu... vous pensez que ceux-là qui se réunissent tous les mercredis ou tous les jeudis, chaque semaine, vous pensez qu'ils le font pour rien? Dites-moi, même nos conseils de famille, dans nos familles, si nous les tenons une fois tous les 5 ans, d'abord la moitié des membres sont morts entre-temps. Quelle continuité voulez-vous donner à un État où les gens n'échangent pas sur... C'est pas possible. Encore une curiosité camerounaise, nous sommes l'un des rares pays au monde où quelqu'un entre au gouvernement, il en sort, il n'a jamais rencontré le président de la République. Le président de la République... Non, le président s'arrange toujours après un gouvernement à tenir un conseil. Oui, c'est vrai. Comme, il s'arrange toujours... Ça c'est nouveau, parce que je me souviens d'un ministre des Sports dont il s'est enquis lors de la présentation des équipes sur le terrain, savoir qui c'était. Donc ça veut dire que... C'est justement comme ça. C'est pas tout le temps. C'est pas le Donc imaginez, non, je veux... 2019, nous sommes en 2021. Nous sommes en plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait donc plus de 2 ans que ce conseil, au minimum... Alors que les textes, docteur, vous dites que c'est au moins une fois là. Il peut se tenir 12 fois là, comme il peut se tenir une seule fois. Mais 2019 est passé, 2020 est passé, il y a 2021. Je rappelle ici, puisqu'il y a des éminents juristes, il en a été de même pour le Conseil supérieur de la magistrature. Hein. Donc on essaie de lui simplifier la tâche, même les déplacements au sein du même bâtiment où il habite, mais même là il n'arrive pas à assumer. Je reviens, je dis qu'on ne s'étonne pas de ce que nous puissions demander de constater la vacance du pouvoir. Parce que dans la réalité, Charles Élise, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Ce monsieur a manifestement du mal à aller visiter Olembe qui voit de la fenêtre de son bureau et à tenir les moindres réunions où tout le monde vient vers lui. Donc il y a un problème. Il y a un vrai problème. Merci, cher monsieur. On est arrivé au terme de l'émission. Déjà, vous m'avez promis mes 2 minutes. Le sujet est passionnant. Allez-y, 30 secondes rapidement. 30 secondes. Serge Alain, moi je vais juste te dire, comme je vois, Élise, lui, il n'aime pas quand on parle de la loi. Il aime les faits. Je vais lui dire qu'au Cameroun, le secrétaire général de la présidence de la République, c'est le super des ministres. Bon, prenez pour référence. C'est ton point de vue. Écoutez, prenez pour référence. Oui. Le président de la République, il est président. Moi, secrétaire général, je suis le président technique. Donc, il est au-dessus. C'est un grand professeur qui l'avait dit. À l'époque, il était secrétaire général. C'est-à-dire, après le président de la République, c'est lui. Donc, il est le super ministre. Ça, c'est son interprétation. Non, ne troublez pas. Non. C'est pourquoi il a pris sur lui. C'est pourquoi il a pris sur lui de violer tous les textes pour écrire directement à son supérieur hiérarchique au grade le plus élevé. Alors qu'il fallait passer par le vrai couloir. Deuxième chose, dans une république qui se veut exemplaire, on n'a pas besoin de 20 rapports, on n'a pas besoin d'être sonné de l'extérieur pour être transparent. Lorsqu'un ministre a reçu de l'argent,
il gère, il dresse son rapport. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Chaque entité publique, pas publique, a son S'il vous conseil. plaît. Charles-Lee. Je sais, monsieur. On est en train de sortir. Non, Vous êtes savez cultivé pas. pour la diversion. Non, tu n'as Vous pas me empêchez cultiver. qu'on écoute. Non. Chaque entité Charles-Lee, publique a son permettez. Laisse-le Vous finir empêchez son qu'on raisonnement. écoute. Tu n'es pas le dernier à prendre la parole, il faut se prendre la parole après toi. Non. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. C'est pas possible. Non, maître. Vous dites qu'il faut 3 contrôles. Je dis non. Il n'y a pas dit qu'il faut 3 contrôles. Il y en a 3. C'est pas C'est possible. normal. Rapidement, on sort de l'émission. C'est normal. On est au ministère, nous sommes maintenant devant la justice Oui. parce qu'il n'y a pas eu de rapport. On est devant Non, la qu'est-ce que tu en justice. sais? C'est pas Tu parles de possible. quelqu'un. Bon, je vous fais grâce du Quand reste. un gars va au TCS, ça veut dire quoi? Mon On dit qu'il y a eu un dernier rapport, il y a eu une- Oui, rapidement, on sort de l'émission. Mon dernier mot, je salue mon ami Ponty qui fait son anniversaire aujourd'hui. Je crois que ce dernier mot, ça va arranger ce monsieur Non, qui non. ne veut pas qu'on parle de leur Ok. bêtises. Non, aucune Merci. bêtise. Je crois qu'on va... C'est chez vous qui a les bêtises. Oui, et rapidement. Non, juste voulu dire un mot en indiquant et en persistant pour le dire. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République est membre du gouvernement, à la seule exception qu'il travaille à côté du président de la République et il joue le rôle de secrétaire et le secrétariat qui est le plus grand service rattaché à la présidence de la République. Le super membre du gouvernement. Merci. Ce par quoi j'aurais dû commencer peut-être, Merci. et je vais finir par là, c'est je ne saurais oublier comme je le fais de manière systématique. Il est le président de la Mes amis, République. mes amis politiques Oui, merci. On vous a aujourd'hui embastillés. Voilà, merci. Il savait. Voilà. Merci. Je Madame, les messieurs, je nous les sommes- salue, je leur souhaite bon courage. Oui, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette Oui. édition. Oui. Et qui nous soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bonsoir.